Et bienvenue dans LCI Midi, on va commenter l'actualité avec aujourd'hui Jannick Halimi, bonjour, du Parisien, William Tay, bonjour, président du think tank Le Millénaire, Benjamin Morel, bonjour, maître de conférence à Assas, Paris, et Noé Gandillot, bonjour Philippe. Noé. Tiens, une question pour commencer, si on allait plus vite, si on accélérait le déconfinement des voix célèbres comme celle de monsieur Delfraissy, le président du conseil scientifique, pour demander un allègement du protocole sanitaire, notamment dans les écoles. On sait qu'il y a de nombreux parents qui ne peuvent retourner au travail parce que les écoles ne peuvent accueillir leurs enfants. On va faire le point avec Yael Chambon avant d'écouter la réaction. Tiens, il était l'invité du grand jury de Stanislas Guerini. Est-il vraiment raisonnable d'ouvrir les écoles après avoir déconseillé dans un premier temps de renvoyer les enfants à l'école dès le mois de mai? Jean-François Delfraissy estime aujourd'hui dans le journal du dimanche: on pourrait, tout en conservant des mesures de distanciation sociale, alléger le protocole sanitaire, simplifier les règles en périscolaire d'ici la fin juin, pendant les repas, les récréations ou le sport. Alors pourquoi ce revirement? Entre-temps, nos connaissances sur le virus auraient évolué, seraient plus précises. Et pour le moment en tout cas, la prudence ne semble plus être le mot d'ordre. Pour les semaines qui viennent, je me mouille. La situation est sous contrôle. Laissons les choses s'ouvrir. Les gens vivre, mais en respectant les gestes barrières. Il met quand même en garde, l'épidémie pourrait reprendre à l'automne, mais un reconfinement généralisé est désormais exclu. En cas de deuxième vague, il faudra probablement laisser tourner le Covid dans la population jeune et essayer de protéger, avec leur accord, les plus fragiles, malades, précaires ou âgés. Le conseil scientifique, lui, devrait s'arrêter dès le mois prochain. Autre signe d'une amélioration de la situation. Laissons les gens vivre, dit donc le président du conseil scientifique. Parallèlement, des épidémiologistes se prononcent pour une adaptation de la vie sociale au risque sanitaire. Stanislas Guerini était l'invité du grand jury. Voilà sa réponse. Notre stratégie de déconfinement, elle fonctionne. Elle nous a permis de maîtriser la propagation de ce virus. Il faut continuer sur ce principe de progressivité et écouter les recommandations des autorités scientifiques. En l'occurrence, le président du conseil scientifique dit on peut peut-être accélérer certaines mesures, notamment sur le périscolaire. Bien, ça me semble de bonne logique. Est-ce qu'il y a une embarras de la majorité, voire du gouvernement, sur ce thème? On sait qu'au gouvernement, il y a deux lignes. Alors, je ne vais peut-être pas dire de fracture, mais enfin, il y a des avis un petit peu partagés quand même. Oui, alors jusqu'à présent, il y avait quand même une ligne assez commune qui était écouter les avis scientifiques, sauf qu'ils sont devenus un peu paradoxaux et contradictoires, ça a été compliqué, et tenir une ligne de crête entre effectivement la priorité à l'économie ou la priorité au sanitaire. La stratégie qui a été suivie par l'ensemble de l'exécutif, Matignon, Élysée et ministre de la Santé, ça a été un déconfinement progressif, étape par étape, qui a plutôt reçu l'assentiment global de l'opinion publique, ainsi que des élus locaux ou des préfets qui devaient mettre en musique ce déconfinement progressif. Là, c'est vrai que les études médicales, premièrement, sont beaucoup plus optimistes que ce qu'elles-mêmes avaient prévu il y a encore quelques semaines, que deuxièmement, les problèmes économiques, les plans sociaux, ou en tout cas au sens large du terme, les redressements judiciaires, les faillites s'accélèrent beaucoup dans tous les domaines, pas seulement ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire le tourisme, la restauration, mais on voit aussi des entreprises déjà fragiles, comme dans le textile par exemple, qui sont évidemment impactées encore plus fortement par les 3 mois de fermeture ou presque du confinement. Donc c'est vrai qu'il y a des priorités qui se concurrencent, si je puis dire, et au sein du gouvernement, alors c'est pas des frictions, c'est plutôt des discussions, et M. Macron bien sûr va trancher. On voit plutôt M. Blanquer ou M. Le Maire, ministre de l'économie. Michel Blanquer qui a toujours été sur cette ligne-là, depuis toujours. Le début, c'est le seul d'ailleurs qui a toujours été pour aller plus vite, pour rouvrir les écoles plus vite. Donc il y a une forme de cohérence. Là, la nouveauté, c'est plutôt du côté de Bruno Le Maire qui, lui, se rend compte que... Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a les priorités économiques qui reprennent le dessus et qu'on se rend compte que la facture économique, financière et sociale va être très, très lourde. Donc, vous avez raison, Bruno Le Maire emboîte le pas, si je puis dire, de Blanquer, alors que Monsieur Édouard Philippe, le Premier ministre, et également Olivier Véran, qui, par définition, par essence,
défend plutôt la priorité sanitaire, sont plutôt pour un déconfinement plus progressif. Donc, on va voir qui... Alors, il ne faut pas parler de dissension et de fracture, mais c'est vrai qu'il y a une petite ligne, quoi. Voilà, une discussion, un jeu d'influence. Voilà, on exactement. est le 7 juin, la fin de l'école, c'est pour bientôt. Benjamin Morel. Il y a également dans l'opinion une fracture, et ça, le gouvernement doit en tenir compte. Quand vous prenez les dernières enquêtes, vous voyez que le problème économique aujourd'hui pour les Français est devenu plus important que le problème sanitaire. Mais quand vous prenez toutes les enquêtes depuis le mois d'avril, vous voyez que quand on interroge les Français sur le rythme du confinement, le rythme de la reprise, eh bien généralement, ils sont plus réticents que le gouvernement à aller plus loin. Aujourd'hui, vous avez une majorité des Français qui soutient le rythme du déconfinement, mais parmi ceux qui ne le soutiennent pas, ceux qui pensent que c'est trop rapide sont bien plus importants que ceux qui pensent que c'est trop lent. Ou plutôt le contraire. Bref, vous avez compris à peu près où je vais en venir. Donc, pour le gouvernement, prendre la décision d'aller plus loin, d'aller plus vite, c'est prendre un risque également politique. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas tout à fait tout. Et s'il devait y avoir une reprise d'épidémie, fût-ce elle-même limitée, eh bien, ça pourrait être impacté à cette décision du gouvernement par une grande partie des Français qui, là-dessus, restent assez réticents, même si, encore une fois, ils s'inquiètent de la crise économique. Donc, d'un point de vue politique, il faut savoir jongler entre les deux avec une opinion qui, pas plus que le gouvernement, n'a de boule de cristal. Avant d'écouter William T, on va regarder deux chiffres. C'est le bilan quotidien. On approche malheureusement des 30 000 morts. La décrue se poursuit tout de même comme les séjours en réanimation. Et puis côté tests, on a beaucoup parlé de ces tests pratiqués la semaine dernière. 236 000 tests pratiqués, 3 520 nouveaux cas identifiés. Et il faudrait être à moins de 100 quand même pour se dire qu'on est de l'autre côté de la barrière. Alors, non pas de fracture, parce que le mot était un peu fort, mais enfin, il y a deux visions au sein du gouvernement et de la majorité. Le souci pour Emmanuel Macron, c'est de concilier les deux, à la fois la question sanitaire, mais également la question économique. Parce que tout l'enjeu pour lui, c'est de pouvoir avoir une économie qui repart pour avoir une chance de poursuivre sa carrière politique. Les chiffres économiques annoncent à peu près une récession, à peu près une dizaine de points, voire éventuellement plus, parce que on ne sait toujours pas pour l'instant à quel rythme la reprise va pouvoir repartir. Et c'est ça tout l'enjeu de Bruno Le Maire en fait, et d'Édouard Philippe, c'est qu'ils doivent provoquer un choc de confiance, avoir des mesures économiques associées pour pouvoir faire redémarrer l'économie. Mais s'ils n'ont pas de choc de confiance, s'ils ne libèrent pas la société, ils n'arriveront pas à le faire. Parce qu'on peut mettre toutes les mesures économiques qu'on le souhaite, s'il n'y a pas de choc de confiance de la société, on n'y arrivera pas. Et sur la question sanitaire, je pense qu'il y a une chose qui est différente par rapport à mars dernier, c'est que maintenant, désormais, on est en capacité d'avoir des moyens de protection au niveau des masques et des tests. Donc on peut se permettre d'aller plus vite et plus fort. Donc je pense que de ce point de vue, si Emmanuel Macron souhaite réussir, et notamment avant son grand discours du 14 juillet, il doit avoir une société qui redémarre, une société de confiance pour recréer l'optimisme dans le pays. Quand on compare la France aux autres pays, la France s'est moins bien débrouillée que l'Allemagne et les pays est-asiatiques, mais c'est quand même mieux débrouillé que d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie et notamment le Royaume-Uni. Toute la question, c'est est-ce qu'on sera en capacité de reconfiner notamment les personnes plus âgées à partir de septembre si une deuxième vague arrive. Je pense qu'on a les moyens de le faire et qu'on a les capacités, parce que plus on avance dans le temps, plus les moyens français s'élèvent. Oui, c'est ce que dit le président du conseil scientifique. Il n'y aura pas de nouveau confinement en cas de deuxième vague cet automne, mais par contre, les plus fragiles, donc a priori les personnes âgées, celles qui ont des pathologies associées, elles, on essaierait de les mettre à l'abri. Ce qu'on peut comprendre aussi de ce que dit M. Delfraissy, c'est laisser vivre les Français maintenant, parce que finalement, il n'y aura pas de risque dans les mois qui viennent, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Laissez-les vivre, parce que peut-être qu'une partie de la population en septembre-octobre devra à nouveau s'arrêter de vivre avec cette deuxième vague. Oui. C'est très convivial. Hein. Oui. Allez, on va être galant quand même ici. Non, la galanterie n'a rien à voir avec ça. J'espère en tout cas. Et je ne suis pas pour la galanterie, je veux dire. Bref. Non, ce qui rend compliqué les choses, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de fracture et que Emmanuel Macron devra encore une fois prendre une décision entre guillemets en son âme et conscience, c'est que malgré tout le respect
et toute la considération que j'ai vis-à-vis du corps médical, il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, en tout cas ceux qui réfléchissent, ceux qui font des prévisions, je ne parle pas des médecins qui sont au charbon, dans les hôpitaux, dans les cabinets libéraux, en ville, dans les cliniques, peu importe. En tout cas, ceux qui devaient justement éclairer, aider à la prise de décision depuis le début. Encore une fois, on parlait de M. Delfraissy, je ne veux surtout pas nominatiser mes propos. En tout cas, on ne peut pas dire que les scientifiques aient fait preuve d'une cohérence et d'une aide absolue dans la prise de décision politique. Ouais. D'où, non pas les hésitations, mais encore une fois, le soupesage auquel doit se livrer l'exécutif, parce qu'il reste malgré tout assez seul. Bon, à défaut de citer des noms, vous pouvez citer des revues scientifiques. Par exemple. Qui, ces derniers jours... Après, je ne vais pas défendre les scientifiques par principe, mais c'est vrai qu'on a quand même exigé des connaissances extrêmement rapides, alors que la science demande du temps, et que normalement, il faut plus de temps pour établir réellement des protocoles. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu des erreurs, mais il faut également les comprendre. Et quand non, mais que les scientifiques reconnaissent qu'ils devaient aller prudemment, alors qu'ils étaient là tout de même à s'exprimer de façon assez combinatoire, et c'est peut-être ça aussi qu'on peut leur reprocher. Alors qu'il y en ait en effet qui se soient exprimés peut-être un peu trop rapidement, mais quand le politique a des politiques publiques à mener tout de suite et qu'il interroge le scientifique est sommé de répondre avec des données qu'il a et qui sont évidemment partielles. Ce qui est assez rassurant tout de même quand on prend aujourd'hui les enquêtes, c'est que la confiance dans les médecins et dans les scientifiques reste extrêmement élevée, bien plus élevée évidemment que celle qui est donnée aux politiques et celle qui est donnée aux différentes catégories de personnes. Donc il y a tout de même une attache qui là est importante. Là, peut-être la grande différence avec le mois de mars par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est également qu'on a des reculs sur ce qui s'est passé à l'étranger. Quand on prend notamment ce qui s'est passé en Allemagne, on voit que le déconfinement en Allemagne n'a pas mené, alors qu'il est plus poussé qu'ici, même en Autriche, n'a pas mené à une seconde vague. On voit qu'il y a des foyers qui sont encore avec des nombres R assez élevés, je pense notamment à Berlin, mais que malgré tout, la chose est sous contrôle. Ensuite, si on fait confiance aux Français pour justement juguler par leur comportement l'épidémie, là aussi on peut être relativement optimiste. Au mois d'avril, il y avait une enquête qui avait été menée sur plusieurs pays pour l'Imperial College of London, une enquête YouGov, et qui montrait que de tous les Européens, les Français étaient ceux qui respectaient le mieux le confinement, le mieux les gestes barrières. Donc très clairement, au vu de ce qui s'est passé à l'étranger, au vu de la discipline qui a été celle des Français face à cette crise, il y a tout à parier qu'en effet, un déconfinement plus important peut être géré et peut permettre à la fois de conjuguer reprise économique et jugulation de la situation sanitaire. Oui, moi je pense qu'il faut redémarrer très rapidement, et j'ajouterai une autre donnée, c'est que quand on compare notamment ce qu'ils avaient en Allemagne et les pays asiatiques, c'est leur capacité industrielle. Donc si on ne permet pas de redémarrer efficacement l'économie, on ne sera pas en capacité de produire des masques, des tests et des moyens pour les hôpitaux très rapidement. C'est ça tout l'enjeu, c'est de pouvoir redémarrer les usines à une pleine activité. Et puis il y a aussi une deuxième question, c'est qui va payer la crise. Et si on ne redémarre pas l'économie le plus rapidement possible, on ne sera pas en capacité de payer la crise, parce que pour l'instant, le coût de la crise est d'environ 200 à 250 milliards d'euros. On ne peut pas augmenter les impôts au risque de tuer la reprise économique. Donc le seul moyen, c'est d'augmenter l'activité. Le seul moyen d'augmenter l'activité, c'est de pouvoir faire repartir l'économie, donc permettre aux gens de travailler et donc de réalimenter les usines, donc d'aller vers un déconfinement qui soit plus accéléré et beaucoup plus fort que ce qui se passe actuellement. On va parler de l'économie dans quelques instants. On va juste rester encore quelques instants sur ce déconfinement, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères et les EHPAD peuvent assouplir les visites. Alors c'est un geste symbolique, mais il est très fort. Écoutez la réaction de Pascal Chanvert, c'est le président des ADPA. Ça devenait intenable parce qu'un certain nombre de résidents risquaient de finir par mourir d'autre chose que du coronavirus. Et ça devenait intenable que la situation bouge pour l'ensemble des Français et pas pour les personnes âgées en établissement. Donc Olivier Véran a bien réagi en faisant en sorte qu'il y ait des aménagements aujourd'hui, tout en gardant toujours la vigilance. Alors, il y a l'aspect humain aussi de cette crise qu'on peut évoquer à travers le sort des EHPAD et de ces résidentes et résidents.
il y aura un impact humain de cette crise auprès de l'opinion publique. C'est sans doute beaucoup trop tôt pour donner une opinion, mais quand on voit, ne serait-ce que sur l'impact financier, du ressenti de l'économie, 41% des Français se disent impactés par la crise. Est-ce qu'on peut avoir... Vous avez déjà des idées, vous imaginez ce que ça peut laisser comme trace sur l'opinion publique, cette crise? On est tous restés confinés ou il y a des jours difficiles qui s'annoncent? À court terme, pas seulement chez les personnes âgées qui, elles, ont subi de plein fouet ce confinement, puisqu'il est encore officiellement mis en place. Il n'a pas du tout été, sauf aujourd'hui, assoupli, mais donc pas seulement que chez les personnes âgées. Il n'y a qu'à lire les interviews ou les premiers bilans des services psychiatriques ou des psychologues de ville pour dire que, tant auprès du personnel soignant, mais pas seulement, bien évidemment, il y a un impact réel sur des catégories de la population qui n'ont pas supporté cette fermeture, cette clôture physique, psychologique, intellectuelle, sociale, affective, tout ce à quoi on peut penser. Maintenant, après le monde d'après, on ne va pas décliner tout. Est-ce qu'on va consommer moins, consommer mieux? Est-ce qu'on va devenir plus gentil, plus bienveillant vis-à-vis de son prochain? Est-ce qu'on va tous aller vivre à la campagne parce que les villes, on en a ras-le-bol? Moi, personnellement, si je n'ai pas l'impression que l'homme va changer profondément, et la femme vont changer profondément. Je pense qu'il faut retenir, bien sûr, des leçons politiques. Il faut faire en sorte, parce que ça peut entraîner un basculement terrible, bien évidemment, dans le pire. Ce qui s'est passé, notamment en termes économiques, on le dit, psychologiques, on ne va pas revenir là-dessus, mais en termes politiques, c'est ça qui peut-être nous relie tous aujourd'hui, à savoir ce vers quoi on se dirige pour les prochaines élections, tout simplement, avec bien évidemment 2022 comme ligne de mire. Ce qu'il faut espérer, c'est que la confiance entre l'opinion publique et les élus et le personnel politique, quel qu'il soit, soit sinon renforcé, en tout cas maintenu. Mais après ça, je pense que, encore une fois, on ne va pas tous redevenir bienveillants, décider et être convaincus qu'il va falloir payer plus d'impôts pour les plus démunis, qu'il va falloir ne plus prendre sa voiture à essence. Je pense tout de même que la vie va reprendre et que c'était aux politiques à transformer ce qui peut pousser de pire et de meilleur à travers, en tout cas de plus réaliste et de plus efficace à travers la crise que nous venons et dans laquelle encore nous sommes en train de vivre. Oui, historiquement, quand vous vous intéressez aux analyses des débuts de crise par justement ceux qui tentent de tirer des plans sur la comète sur quels vont être les produits et quel va être le monde d'après la crise, leur point commun, c'est qu'elles vont toutes dans un sens qui n'est pas celui qui va vraiment être épousé par l'histoire. Donc le bilan de cette crise, il sera fait dans 10 ans. Si on regarde un petit peu aujourd'hui tout ce qui a pu être produit par cette crise sanitaire, on peut éventuellement avoir des indices, notamment sur le développement du télétravail. Si ça continue, il peut y avoir en effet des transformations sociales qui soient dues à cette transformation des méthodes de travail, avec peut-être plus d'isolement, peut-être plus également d'éparpillement, ou en tout cas moins de concentration dans les grandes villes. Tout ça est possible. Tout ça n'est pas certain. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la crise économique dont on va parler n'est pas encore pleinement ressentie, parce qu'il y a eu beaucoup d'aides publiques, parce qu'il y a eu beaucoup d'aides d'État, et qu'à partir de là, le produit politique de cette crise, aujourd'hui, est encore embryonnaire. Quand on prend les enquêtes d'opinion dans tous les États européens, sauf l'Allemagne, où il y a eu, pour le coup, une vraie montée de la CDU-CSU, on voit qu'il y a une forme de stabilité. Il n'y a pas de raz-de-marée, ni populiste, ni des partis centristes. Il y a pu avoir une petite prime dans les sondages d'opinion à ceux qui gouvernaient, mais ça ne s'est pas ressenti dans les enquêtes ensuite électorales. Prenez l'Italie, Giuseppe Conte, qui a des sondages mirifiques, eh bien, le mouvement 5 étoiles dont il est proche, ou le Parti démocrate qui le soutient, n'ont pas vraiment vu leur force augmenter dans les enquêtes d'opinion. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, le tsunami économique et le tsunami politique qui pourraient en déboucher, eh bien, ils ne sont pas encore là, tout bêtement, parce qu'on est beaucoup trop tôt dans la crise pour savoir comment elle va tourner
et donc quel en sera le produit. Alors justement, on en vient, et William Tay pourra commenter ce que je vous ai montré de chiffres. 41% des Français se disent déjà impactés par cette crise. Voilà l'analyse qu'en faisait Julie Gaillot de l'Institut CSA qui a réalisé ce sondage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on observe des signaux alarmants sur le pouvoir d'achat des Français. 41% d'entre eux nous disent avoir subi les conséquences économiques de la crise sanitaire. On voit le montant du découvert moyen augmenter pour atteindre 375 € par mois. À côté de ça, vous voyez également que les demandes de report sur les échéances de crédit ou les demandes d'aménagement sont également en augmentation et atteignent 15% chez les ménages les plus modestes. Écoutez, Julie Gaillot, la crise, les Français la ressentent déjà avec des chiffres, c'était précis comme démonstration. En fait, l'impact sur la crise, parce que c'était ça la question, est à plusieurs niveaux psychologiques, notamment sur les plus âgés, parce que maintenant désormais ils ont peur. Et elle est sociale, hein, parce ce qu'on assiste, c'est une crise des inégalités. C'est la fameuse phrase de Marcel Gauchet sur la fracture sociale, qui est encore plus accentuée. Et là, c'est à deux niveaux. C'est sur le revenu et sur les conditions de travail. On différencie les cadres supérieurs qui peuvent travailler en télétravail et ceux qui sont en première ligne et qui ne peuvent pas, du coup, évidemment, faire en télétravail. Ils sont obligés d'aller sur place, et notamment en présentiel. Ensuite, il y a un troisième niveau qui est économique, mais plutôt macroéconomique, c'est au niveau de l'État, sur les questions sur les finances publiques et sur l'économie en général. Et il y a un quatrième point, c'est la question qu'on a désormais vue, c'est la question de l'incapacité de l'État à pouvoir faire face rapidement à une crise économique, sociale et sanitaire. Notamment parce qu'on a désormais des comparaisons étrangères. On a vu que ce qui se passait en Allemagne, on a vu ce qui se passait aussi en moins bien. Et donc on sait aujourd'hui que l'État globalement français dépense beaucoup, mais n'a pas les capacités à fournir des armes efficacement et rapidement à sa population. C'est un article du New York Times qui le disait à propos d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était un chef de guerre dans les années 30 ou les années 40, mais il envoyait ses Français sans armes et sans moyens de protection. C'est pour ça que c'est très compliqué. Pour moi, c'est la plus grande fracture. C'est qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que le modèle social et notre modèle étatique n'est plus viable. Il faut aller soit dans un sens, soit vers plus d'État, soit du coup, il faut transformer l'État plus en profondeur pour qu'il soit beaucoup plus efficace. Et les modèles qui fonctionnent aujourd'hui sont plutôt les modèles allemands et est-asiatiques. La majorité et Stanislas Guerini en sont bien conscients de ce problème, puisque tout à l'heure, Stanislas Guerini disait qu'il avait proposé de mettre en place un chèque déconfinement pour les plus pauvres, pour les plus précaires de 400 €. Alors, est-ce que c'est suffisant, 400 €? Et puis, c'est une mesure qui ne va fonctionner qu'une seule fois. Donc, voilà, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Et puis, est-ce que ça sera adopté aussi? Est-ce que ça sera adopté? C'est en discussion. Il disait que c'était en discussion en ce moment avec Emmanuel Macron, qui n'avait pas tranché. Voilà, faire plus, faire moins, dans le fil de la discussion, parce que c'est vrai qu'en Allemagne, pour aider les entreprises, ça a été le double des aides, ou voire le triple des aides accordées en France, et pourtant, on a sorti le carnet de chèques. Écoute, il y a certainement des dysfonctionnements qui ont été, pas révélés, mais confirmés avec cette crise, des lourdeurs administratives. On va pas revenir sur le scandale ou pas, d'ailleurs, mais en tout cas des masques. Et on sait qu'avant même cette crise, l'État français était beaucoup moins riche, les finances publiques beaucoup moins riches que celles de l'Allemagne, par exemple. Ça, c'est sûr et certain. Il faudra qu'on revienne là-dessus, notamment à travers les commissions d'enquête. Je parle aux dysfonctionnements qui ont pu apparaître pendant la crise sanitaire. Mais moi, je suis pas totalement d'accord pour dire que le modèle français, pardonnez-moi, a signé sa dérive et son échec. D'abord, je reviens de 2 semaines de reportage dans des zones déshéritées du nord de la France auprès d'industries métallurgiques, sidérurgiques, hôtellerie, textile. Et encore une fois, sans revenir sur les dysfonctionnements du début, et l'état des finances publiques françaises qui sont dans l'état qu'on connaît bien avant la crise et bien avant Emmanuel Macron et depuis des décennies et des décennies, les pouvoirs publics français au sens large du terme ont très bien fonctionné et ont été salués par tous les partis politiques ou les salariés qui votent à droite, à gauche ou qui ont pu voter à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Les pouvoirs publics, aussi bien l'État que les élus locaux ou que les préfets, ont été salués, ont en général extrêmement bien
travaillé ensemble sur le terrain, ne se sont pas contentés de paroles, et ce sont des salariés qui sont touchés aujourd'hui par des plans sociaux ou par des plans sociaux potentiels, des salariés de chez Renault, des salariés de chez Camaïeu, des salariés de chez Vallourec qui reconnaissent qu'il n'y a pas eu que des paroles vaines, il y a eu de l'argent qui a été versé, et ils ne sont pas en train de dire qu'il y a des méchants et des gentils. L'État est nécessaire, les réservoirs de l'État financier sont nécessaires, mais les élus locaux qui sont sur le terrain et qui acceptent, et la plupart l'ont fait, de travailler la main dans la main, encore une fois, avec tous les niveaux locaux et nationaux, ont très bien fonctionné. Donc ce modèle français que l'on connaît, a certainement, je finis, ses défauts, a certainement ses dysfonctionnements. La lourdeur de l'administration, on le sait, s'est avérée, s'est confirmée à travers notamment la crise des masques, moins des tests, mais des masques. Mais encore une fois, le modèle allemand est ce qu'il est. Il a subi une purge énorme il y a 10-15 ans, souvenons-nous. Je ne vais pas faire le procès au modèle français de nous comparer au modèle ultra-libéraux américain ou libéral, on va dire, anglais. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Nous avons un système mixte qui fonctionne très très bien, et des élus politiques, aussi bien nationaux ou locaux, qui, quand ils acceptent de travailler ensemble, le font très très bien, et les électeurs sur le terrain sont prêts à le reconnaître. Donc s'il vous plaît, la crise de confiance est suffisamment grande pour, lorsqu'il y a des témoignages qui vont dans le sens plutôt d'une reconnaissance et de la présence de l'État et de la présence des élus locaux et d'une synergie entre tous ces niveaux-là, au moins reconnaissons-les, notons-les sur nos petits carnets, et encore une fois, ne brisons pas le peu de confiance qui subsiste entre les électeurs et les politiques. C'est pas une question de confiance, c'est une question de perspective. On parlait du monde d'après. Oui, mais ça participe. C'est vous-même qui le disiez. Quand il y a confiance, il y a des perspectives. Cette confiance, paradoxalement, maintenant, il faut que l'essai soit transformé, n'a pas été, entre politiques et citoyens, n'a pas été profondément ébranlé. Au contraire. Parce que l'État et les élus locaux ont été présents. Non, mais les élus locaux ont été présents avec le peu de moyens qu'ils ont, parce que les collectivités territoriales ont moins de moyens que l'État. Mais sur les moyens de l'État, on peut faire un distinguo sur les différentes politiques publiques. Sur les questions économiques, on le sait depuis la crise de 2008, c'est que l'État français est efficace lorsqu'il y a une crise économique, notamment parce que c'est un État keynésien avec des stabilisateurs automatiques, les stabilisateurs automatiques qui marchent. C'est notre modèle social, effectivement, et il a fait ses preuves encore avec le chômage partiel qui a été abondé. Mais le chômage partiel, c'est une mesure allemande qui a été mise en place en Allemagne en 2008 et dont la France s'est inspirée. Et très bien. Non, mais attendez. Du coup, je vous laisse terminer, vous me laissez terminer aussi. Le problème de l'État français, c'est que l'État régalien, notamment sur les mesures régaliennes et économiques, se réduit depuis 2002. On le voit en pourcentage de dépenses par rapport au PIB. Par contre, l'État social, protection de santé, aide sociale, etc., grossit. Et se dire que l'État est moins efficace. On le voit. Nous, on a sorti une étude dans mon think tank. On a fait une comparaison par rapport au système de santé français et le système de santé allemand. On a le même niveau de dépenses par habitant et le système est moins efficace. Il y a moins de moyens, il y a moins de lits de réanimation. Bien sûr. Il y a moins de. Mais je ne suis pas. Attendez, on est d'accord. Non, mais le problème dessus. Le problème, la grande différence, et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut accélérer le déconfinement, c'est nos capacités industrielles. C'est l'industrie. Le problème, c'est l'industrie. Vous ripez. Non, parce que comme vous critiquez profondément le modèle social français. Je ne critique pas, je dis qu'il y a des imperfections. Je dis qu'il y a des imperfections. Je ne suis pas sûr que le modèle allemand est à prendre à 100%. Nous avons aussi nos avantages et nos défaillances. Le modèle allemand marche parce que c'est un modèle avec une économie industrielle. Nous, on est une économie de consommation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de mettre du confinement généralisé tout le temps parce que toute notre économie fonctionne sur la consommation. Je crois que vous n'êtes pas en désaccord et qu'on ne va pas être en désaccord là-dessus. Le grand avantage de l'Allemagne dans cette crise, c'est en effet le modèle industriel. Ce n'est pas tant le fonctionnement de l'État, si vous voulez. On a beaucoup regardé tout ça. Si on prend par exemple la question de l'hôpital allemand, on voit que c'est un hôpital qui généralement est plutôt dysfonctionnel. Il y a un an, il y avait le rapport Bertelsmann qui avait un peu percé dans la presse française mais qui a fait beaucoup de bruit outre-Rhin, qui disait grosso modo, chaque Länder, chaque élu local, je vais y arriver, c'est pas facile, veut son petit hôpital, il y a trop de lits, il n'y a pas assez d'infirmières, la chose est totalement dysfonctionnelle et donc la qualité des soins en Allemagne est moins forte.
Évidemment, ce qui est un désavantage hors période de crise est un avantage en période de crise, parce que du coup, quand il faut beaucoup de lits de réanimation, eh bien l'Allemagne, même si on ne les comptait pas tout à fait pareil, l'Allemagne les avait. Donc, vous voyez, il faut tout de même contextualiser tout ça, et le fonctionnement du modèle allemand, y compris du modèle hospitalier, n'est pas non plus tout à fait exemplaire, même si en l'occurrence, par rapport aux caractéristiques de cette crise, il s'est avéré plus adapté. Ensuite, sur le fonctionnement de la décision. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé en Allemagne, on a beaucoup dit les élus locaux auraient mieux réagi, etc. L'Allemagne a recentralisé dans la crise. L'Allemagne, le 26 mars, fait passer une loi pour passer par-dessus le Bundesrat, donc la chambre qui représente les Länder, pour pouvoir justement imposer directement à la population depuis le centre, depuis Berlin, un certain nombre de choses qui, sinon, auraient nécessité l'aval C'est des régions. exactement l'inverse de ce qu'a fait la France, qui a plutôt eu tendance à déléguer vers les maires et les élus locaux. C'est ça, si vous voulez, Oui, il n'y a pas tout en forcément... laissant présente l'intervention de l'État. Et les élus Tout en... locaux Alors ont j'aimerais demandé finir. cette J'aimerais présence finir. de l'État. J'aimerais terminer. L'ont demandé. Si vous voulez, donc il ne faut pas caricaturer les deux modèles. De même, vous avez eu en Allemagne des dysfonctionnements assez graves. Quand vous avez le Mecklembourg qui décide d'autoriser les réunions de famille pour Pâques, et que tout le monde, sociodémocrate, gouvernement, dit c'est une mauvaise idée, ben oui, mais là, pour le coup, vous ne pouviez pas faire autrement. De même, si l'Italie avait réussi à plus imposer depuis le centre, dès le départ, des mesures à la Lombardie, on n'aurait peut-être pas eu cette crise au niveau européen. Donc, le modèle étatique français n'a pas failli dans cette crise. Il y a eu en effet des dysfonctionnements qui doivent être ciblés, des dysfonctionnements qui doivent être identifiés, qui sont en grande partie liés, comme vous le disiez bien, à un affaiblissement et à une volonté de purger les grandes politiques régaliennes. Les ARS, à l'origine, elles ne sont pas faites pour que l'hôpital marche mieux. Elles sont faites... Agence régionale de santé. Elles sont faites pour faire des économies. Résultat, elles ont créé un modèle qui coûte plus cher et qui a été beaucoup plus inefficace. Donc là, il y a une réforme à penser, mais ce n'est pas le rôle de l'État qui est à minorer, et c'est en effet plutôt du côté de l'économie et de l'industrie qu'il y a quelque chose à regarder. Rapidement. Très rapidement, avancer. alors non, Non, c'est on pour va avancer, c'est juste pour rebondir sur une actualité et le court terme, c'est qu'il y a au-delà de notre modèle social, d'un plan hôpital, de ce qu'on va faire pour la santé, pour la dépendance, il y a aussi le problème fiscal. Et le projet de loi, il y a différents projets de loi rectificatifs, et il va y avoir bien sûr le projet de loi finance pour 2021 à la rentrée. Et là, il y a un gros débat qui va s'ouvrir, mais on en parlera, qui s'ouvre déjà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Faut-il augmenter les impôts ou pas? Et là, de façon très grossière. Non, mais c'est pas... Enfin, moi, si vous voulez établir un débat... Moi, je ne fais que rapporter ce qui est. Il y a plutôt grossièrement, plutôt la gauche et un peu les écologistes qui sont pour une augmentation au regard des dépenses, bien sûr, qui va avoir, des creusements des inégalités qui ont peut-être aussi eu lieu ou qui risquent de se profiler avec la crise sociale, plutôt la gauche qui demande l'augmentation de certains impôts, le rétablissement de l'ISF, de la flat tax, une hausse pour les plus hauts revenus, alors que la République en marche... de convaincre la République en marche et La République en marche à droite et le MoDem notamment, bien sûr, s'y oppose et préfère plutôt non pas augmenter les SMIC, mais envoyer la balle aux entreprises et aux accords d'entreprise pour qu'il y ait des augmentations de salaire, de la participation et relancer ainsi la machine économique, refaire rentrer à moyen terme des ressources fiscales et donc rétablir les équilibres à long terme. On mise sur la croissance en sortie de crise, il est très impôts. dangereux de potentiellement faire baisser le pouvoir d'achat et d'éroder la conscience des Français. On a une comparaison, c'était en 2012 lors de la crise des dettes souveraines. François Hollande a augmenté les impôts de 30 milliards d'euros, il a tué toute reprise économique dans toute la zone euro. Donc si on augmente les impôts comme le propose le Parti socialiste, on va définitivement détruire la reprise, et même si on ajoute des mesures macroéconomiques plutôt de type keynésienne dessus. Donc les mesures sont plutôt là. Quand on regarde tous les modèles, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, toutes les sorties de crise sont plutôt faites par des plans de relance conjugués à soit des baisses d'impôts, soit des augmentations de dépenses publiques. C'est plutôt ça. Ne plus recommettre l'erreur de 2008-2009. Là, il y a une sorte de consensus. Tiens, on va regarder aussi les métiers les plus impactés par cette crise. Là, on commence à avoir une idée. Sans surprise, j'ai envie de dire, les commerçants, les artisans, évidemment, 74%. Les chômeurs, ça semble malheureusement une évidence. Et après, les ouvriers et puis les jeunes actifs. Alors, parmi les idées pour sauver la pérennité des entreprises, il y a la baisse des salaires avec la loi votée en début de quinquennat. C'était
en septembre 2017. C'est possible, mais après négociation et accord des syndicats. On a beaucoup parlé de l'initiative de Ryanair, idée qui n'a pas la faveur de Stanislas Guerini. Il avance une autre solution. Ce que nous ferons, c'est que nous aiderons les entreprises, justement, qui baisseront la rémunération, qui seront tentées de baisser les rémunérations, que ça n'impacte pas leurs salariés, mais qu'on puisse momentanément baisser les charges qu'elles subissent contre un engagement absolu qui sera porté au niveau des branches professionnelles, au niveau des entreprises, de ne pas supprimer l'emploi. Bon, on retrouve l'État protecteur, c'est le carnet de chèques. Juste peut-être une lecture politique. Est-ce qu'il n'y a pas du rétropédalage là, dans ce que dit Stanislas Guerini? Parce qu'il y a une loi qui permet, après je le rappelle, accord avec les syndicats, de baisser, voire temporairement. Oui, mais le contexte n'est pas tout à fait le même, si vous voulez. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que si jamais on commence à avoir des baisses de salaire, on risque de rentrer dans un cercle vicieux. Notre vrai problème aujourd'hui économiquement, c'est pas tellement qu'on ne produit pas assez, c'est que pour arriver à maintenir notre production et pour arriver à avoir une offre qui trouve un débouché, on a besoin que la demande reparte. Avec deux phénomènes. D'un côté, des gens qui aujourd'hui ont peur de la crise et donc thésaurisent, et donc ont de l'argent qui dort. L'idée, c'est comment... 60 milliards d'économiser, c'est le chiffre qu'on cite souvent. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait ressortir ces 60 milliards et comment est-ce que l'on fait qu'il n'y ait pas le syndrome du rongeur qui rentre un petit peu ses grains de maïs dans son terrier pour passer l'hiver. Donc, comment est-ce qu'on évite qu'il y ait une thésaurisation? Et de l'autre, évidemment, si on a une augmentation du chômage et si ce sont les plus en difficulté qui sont les premiers à perdre du revenu, quand vous êtes quelqu'un d'extrêmement aisé, vous pouvez vous permettre de ne pas consommer l'ensemble de votre revenu. En revanche, quand vous êtes quelqu'un de plus précaire, vous consommez tout ce que vous gagnez. Et donc, c'est de l'argent qui est directement réinjecté dans l'économie. Si vous avez une augmentation du chômage et si ceux qui gagnent déjà pas beaucoup gagnent encore moins, à ce moment-là, c'est de l'argent qui ne va pas dans l'économie. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut arriver à établir un climat de confiance. Évidemment, quand vous avez des baisses de salaire, ça n'incite pas à la confiance et à la dépense. Et deuxièmement, il faut que ceux qui produisent qui réinjectent le plus d'argent dans l'économie, continuent à réinjecter. Évidemment, quand vous baissez le salaire de ceux qui n'ont pas forcément le salaire le plus élevé, vous ne participez pas à ça, donc vous avez moins de demandes, et à terme, vous rentrez dans le cercle vicieux de la crise. Donc, baisser les salaires actuellement, c'est pas seulement antisocial, en réalité, c'est anti-économique. Voilà pour ce petit cours d'économie. En 1 minute. Bravo, Benjamin Morel. Allez, rapidement, parce que je vois qu'on avance dans le débat. Parlez aussi des municipales. Non, mais rapidement, les professions que vous avez signalées, les catégories de professions socio-professionnelles, voilà. Effectivement, on parlait de la présence de l'État et du climat de confiance que pouvait générer la présence de l'État, des collectivités locales pendant cette crise. Il faut reconnaître qu'il y a eu tout de même des inégalités. On voit, par exemple, que les artisans, les commerçants qui ont été aidés pendant 3 mois se posent une question béante avec un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils vont devenir aujourd'hui? On ne parle même pas du rythme du déconfinement, mais est-ce que le chômage partiel va continuer? Est-ce que le report des charges sociales va se transformer en exonération? Sont des professions... C'est oui pour les restaurateurs, les hôteliers... Pendant un certain temps. Oui. Pendant un certain temps. C'est prolongé pour eux, en tout cas. Voilà. Mais tout de même, ça reste tout de même des professions extrêmement fragiles. Et au sein même des ouvriers, il y a des ouvriers de grandes entreprises qui ont été aidés jusqu'à présent, certes, par le chômage partiel lorsqu'il en a eu, qui sont plus ou moins aidés par les fonds propres de leurs propres entreprises, qui évitent de licencier trop facilement. Mais il y a des entreprises, par exemple, notamment celles qui étaient déjà en difficulté avant la crise du coronavirus et qui, elles, par exemple, restent en difficulté. La crise a alourdi leurs difficultés. Elles n'ont pas droit aux prêts garantis, aux fameux prêts garantis par l'État, puisque ces prêts garantis sont réservés aux entreprises qui ont été mises à mal par la crise sanitaire. Et là, on se retrouve avec d'autres formes de salariés qui estiment que leur sort est injuste économiquement et socialement, parce que certains sont aidés, en tout cas certaines entreprises sont aidées et pas la leur, paradoxalement, parce que leurs difficultés datent d'avant la crise. Et là, politiquement, autant chez les salariés qui sont aidés, ils peuvent être moins tentés, parce qu'ils ont pu l'être, par des partis, on va dire, radicaux extrémistes. Peut-être que là, l'abstention prendra le pas sur le vote
dans les élections qui viennent vers des partis extrémistes. Autant des catégories entières, encore une fois, d'ouvriers dont l'entreprise ne sont pas aidés par l'État ou par les banques. Là, ce sont des viviers de votes radicaux sur lesquels les pouvoirs publics devraient se pencher. Pour l'instant, le gouvernement a plutôt contenu la crise économique en proposant des mesures, chômage partiel, etc. Maintenant, ce qu'il faut, c'est provoquer un New Deal français. Un New Deal français, on a calculé, il faudra entre 250 et 400 milliards d'euros, soit à peu près 20% du PIB français. Ce plan serait composé de 3 volets. 10% de PIB pour relancer l'activité, 10% du PIB pour permettre la réindustrialisation de certains acteurs stratégiques et permettre la réindustrialisation de notre économie. Et le 3e volet, c'est provoquer un changement réglementaire en France et en Europe pour nous armer face à la concurrence mondiale et internationale. Ce qui va se passer... financé par la dette publique. Non, mon idée, c'est qu'on finance à peu près 250 à 400 milliards, mais c'est que des dépenses conjoncturelles, pas de structurelles, pas de dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire d'un coup financé par la dette perpétuelle qu'on remboursera à terme. C'est à peu près ça l'idée. On remboursera jamais. En fait, on remboursera jamais. En fait, on remboursera jamais parce que la BCE permet de le faire. Et en fait, ce qu'il faut aujourd'hui pour la France et pour l'Europe, c'est s'armer avec la guerre qui s'annonce. On a vu les déclarations de Donald Trump. Il va y avoir dans les 30 prochaines années un conflit États-Unis-Chine. Il faut que la France et l'Europe trouvent sa place. Et c'est la crise va permettre justement de nous projeter dans le monde d'après, de nous préparer au prochain cycle qui arrive. De 45 à 90, on a eu la guerre froide. De 90 jusqu'à 2008, voire 2016, on a eu la domination américaine. Maintenant, on rentre dans un conflit Chine-États-Unis. Il faut que la France et l'Europe trouvent sa place dans ce conflit. Juste un dernier mot. L'Union européenne a fait d'énormes progrès ces dernières semaines, notamment en mettant la Commission la BCE et la Commission sur le devant de la scène en termes de liquidité, qui représente un véritable progrès vers plus de fédéralisme. Évidemment, quand on est contre et qu'on est souverainisme, on est contre. Mais en termes d'efficacité de l'action européenne, elle est réelle. Bon, on va avancer, parce que je voudrais qu'on parle quelques mots quand même sur les municipales. Il y a un 2e tour, je vous le rappelle, c'est le 28 juin. Ça, c'est un peu sorti des écrans radars. Stanislas Guerini a été interrogé, bien sûr, sur le score de toutes ces listes République En Marche. Voici son analyse. Vous savez, cela a pris plus de 10 ans au général de Gaulle pour pouvoir implanter le parti qu'il avait fondé. Nous sommes au début du chemin. Et je pense que personne ne comprendrait un manque d'humilité dans le travail que nous sommes en train de faire. Oui, cela prend du temps de s'implanter. Mais moi, je n'ai jamais perdu de vue les objectifs que je m'étais fixés. Je pense qu'ils seront atteints. Après, est-ce qu'on veut toujours plus bouger les équilibres établis ? Justement, oui, bien sûr. Il y a un 2e tour. Nous allons continuer évidemment notre travail de conviction. Bon, à quelques jours du 2e tour, le score de la République En Marche, quelle analyse ? Bon, on l'a fait après le 1er tour. Mais on va regarder, pour faire avancer la discussion, l'attitude des listes de l'AREM au 2e tour. Alliance avec une liste de droite, 76 cas. Alliance avec une liste de gauche, 33 cas. Désistement, 54 cas. C'est quelque sorte en même temps revisité. C'est du pragmatisme illustrant l'ADN de l'AREM, ce qu'on vient de voir, ces chiffres, ou bien c'est l'illustration d'une faiblesse de ce parti, de s'éparpiller comme ça. Si vous voulez, c'est l'adaptation à des contextes locaux différents de la part d'un parti, en effet, qui n'a pas réellement la capacité à imposer une ligne unique et qui n'y en a même pas réellement intérêt. Donc, la République En Marche a fait un score assez catastrophique au 1er tour des municipales. Je crois que là-dessus, même Stanislas Guerini l'a reconnu lors du grand jury tout à l'heure. Donc, il s'agit de conserver ce qui peut l'être et éventuellement de construire un personnel politique local à travers des alliances, là où c'est possible de l'emporter. La réalité, c'est que le second tour des municipales à ce stade-là apparaît extrêmement difficile à prédire. On a eu dans les villes de plus de 100 000 habitants, qui sont celles en fait qui nous intéressent réellement, parce que c'est majoritairement celles-là qui vont avoir un second tour, on a eu 36% de participation. C'est gigantesque. Combien est-ce qu'on va avoir de participation au second tour? C'est très difficile à dire. Par ailleurs, les 2 tours n'ont jamais été aussi décorrélés. On va avoir des dynamiques de campagne qui vont être différentes. On va évidemment avoir des programmes municipaux de 1er tour qui auront relativement peu de sens par rapport au contexte actuel et aux finances des collectivités territoriales qui vont être, même si il y a pu avoir une aide du gouvernement, un vrai sujet pour les communes et le bloc communal dans les prochains mois. Pour toutes ces raisons-là, on a un second tour qui est fondamentalement illisible et qui apparaît difficile à apprécier. Mais quoi qu'il en soit,
au vu du niveau des listes LREM au premier tour, au vu de leurs difficultés pour se maintenir dans nombre de villes, eh bien ça ne peut pas, à ce stade, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, être une victoire, être un succès pour la République en Marche. D'ailleurs, on a beaucoup reproché à la République en marche une forme d'arrogance. Là, Stanislas Guerini est extrêmement dans l'humilité absolue et on comprend dans son discours qu'il se fixe des objectifs très très faibles, très très limités pour le second tour, comme s'il avait déjà acté une forme de... débandade oui, il a déjà acté que ce sur serait 500 000 élus, conseillers municipaux, adjoints, plusieurs dizaines de maires, milliers de conseillers municipaux. Il ne parle même pas de maires, donc voilà, il a déjà acté que ce serait un échec. Moi, j'ajouterais juste un ou deux éléments à ce qui vient d'être dit, avec lequel je suis totalement en accord. Les maires, effectivement, il y a une croix généralisée pour la République en marche. Ils visent aujourd'hui le nombre le plus important, dans la mesure du possible, de conseillers municipaux qui va déterminer le nombre de sénateurs. On sait que le groupe LREM au Sénat est très petit. Lorsqu'il a été élu en 2017, ils espèrent tout de même, malgré tout, l'agrandir, sauver un peu les meubles de ce côté-là. Et deuxièmement, au-delà du fait que depuis 2 ans et demi, Emmanuel Macron a plutôt suivi une politique considérée comme de droite et qui a probablement beaucoup de candidats à la République en marche qui ont plutôt une conscience, enfin un appareil politique plutôt de droite. Ne sous-estimons pas le fait aussi que tous les partis de gauche, socialistes et écologistes également, ont mis une ligne rouge à toute alliance avec la République en marche. Contrairement à ce qu'avait pensé et voulu, ou en tout cas exprimé Yannick Jadot au début après les européennes et au début de la campagne municipale, la ligne écologiste incarnée plutôt par le nouveau patron Julien Bayou et d'autres a été de dire des alliances, pourquoi pas. Au premier tour, on reste autonome. Après, au second tour, des alliances, mais certainement pas avec la République en marche. Ils ont donc de fait renvoyé les marcheurs à un camp de droite, même s'il pouvait avoir un tropisme à droite de la part de beaucoup de candidats en marcheurs. Ce qui signifie que la manière dont est perçue LREM par ses adversaires politiques a considérablement changé depuis le début du quinquennat, parce que maintenant, c'est avant tout la droite qui estime qu'il y a des alliances possibles et qui veut s'allier avec la République en marche, là où la gauche... Alors même la droite ne dit pas qu'elle veut s'allier. Elle dit que quand elle a la main, elle ne peut pas refuser... Au municipal, c'est quand même dans la plupart des cas des têtes de liste LR en général de droite, et ce sont les macronistes qui se sont ralliés au LR. À Strasbourg, il y a un événement qui est marquant, c'est que jusqu'aux européennes de 2019, c'était plutôt la République en marche qui était le parti attractif, qui attirait les personnalités de gauche et les personnalités de droite. Là aujourd'hui, par rapport aux accords qu'ils ont menés pour le second tour des élections municipales, c'est plutôt aussi très différent. Oui, mais c'est devenu plutôt le parti supplétif. Parce que la République en marche n'est absolument pas implantée. Non, mais même quelqu'un comme Gérard Collomb à Lyon s'est mis en retrait par rapport à François-Noël Buffet à la métropole de Lyon, alors que normalement c'est une mairie qui est censée acquise à la République en marche. Avec une alliance avec la LR. Avec LR, mais qui a été condamnée par la République en marche. Et moi je vois un deuxième risque. Pas par Emmanuel Macron. Je ne sais pas, mais en tout cas par Stanislas Guerini. Moi, je vois un risque. Avant, la République en marche, en tout cas de 2017 à 2019, c'était un parti en même temps et de gauche et de droite, et que c'est en train de devenir un parti qui est ni de droite, ni de gauche. Et donc, il commence à se couper des deux côtés. Il commence à perdre à droite parce qu'il dénonce certains accords, notamment le soutien de Gérard Collomb à la mairie de Lyon, alors que pourtant, il y a un cas qui est fondamental à la mairie de Lyon. La ville de Lyon est une ville plutôt industrielle, et Gérard Collomb s'est mis en retrait pour protéger la ville d'une coalition pastèque menée par les Verts et la métropole surtout, parce que c'est la métropole qui a le pouvoir économique. Une métropole, c'est pour protéger de la coalition Verts qui vont détruire globalement l'économie de Lyon avec des projets pharaoniques. Et il y a un deuxième point, c'est qu'ils n'ont pas réussi à mener des accords avec la gauche. Donc implicitement, ils ont favorisé Anne Hidalgo à la mairie de Paris en refusant l'alliance avec Rachida Dati. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Bon dimanche, bonne fête aux mamans aussi, puisque voilà, on profite de l'antenne. Tout de suite, le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Invité, on en a parlé, Stanislas Guerini.